Personne ne te prépare au poids silencieux d'être ignoré. Il n'existe pas de manuel pour ce moment où tes mots tombent dans le vide et où l'absence de l'autre devient un mécanisme qui défie ta stabilité. Quand quelqu'un s'éloigne ou t'exclut, l'esprit s'active comme une machine implacable qui cherche des explications, fabrique des scénarios et multiplie le coût psychologique de chaque seconde d'attente. Il est inconfortable de le reconnaître, mais une grande partie de la douleur n'est pas réelle. C'est une fabrication interne, le résultat de laisser les autres contrôler ton équilibre. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient un entraînement pratique. Il ne s'agit pas de se durcir ni d'agir comme si rien n'importait, mais de choisir consciemment où tu mets ton attention et à quoi tu donnes du pouvoir. Tu peux tomber dans le piège de la réaction impulsive, répondre avec une fierté blessée ou céder à la tentation de chercher une validation là où il n'y en a plus. Mais tu peux aussi opter pour la discipline émotionnelle et la clarté. La véritable maîtrise n'est pas de résister à la douleur, mais de la comprendre et de l'utiliser comme filtre pour grandir. Tu n'es pas l'otage du silence des autres. Parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de force. Si tu veux apprendre à ne pas te perdre quand les autres s'éloignent, si tu cherches à ne plus négocier ta valeur avec les gestes des autres, c'est le moment d'ajuster tes mécanismes mentaux et de revendiquer le contrôle sur ta réaction. Le calme est une décision, la dignité, une habitude. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. Tu n'as aucun contrôle sur ce que fait l'autre personne, aucun. Arrête de te raconter le mensonge selon lequel si tu insistes, si tu demandes, si tu montres ce que tu ressens, tu pourras forcer une réaction, changer une absence, réécrire la fin d'une histoire. C'est le piège de l'impulsion. Sauter chaque fois que le vide te dérange, déclencher des réponses automatiques parce que tu as peur de te sentir ignoré ou déplacé. Mais voici la vérité inconfortable. Ton premier acte de faiblesse n'est pas que quelqu'un t'ignore, mais que tu te rendes à l'urgence de réagir sans réfléchir, de chercher une validation qui ne dépend pas de toi. Il est plus facile de blâmer l'autre, mais le véritable problème commence à l'instant où tu décides de ne pas être maître de ta réponse, mais esclave de tes émotions les plus basiques. Chaque fois que tu laisses cette impulsion prendre le contrôle, tu fabriques une dette émotionnelle envers toi-même. C'est une facture qui s'accumule. Tu te trahis pour soulager un malaise immédiat et le prix est ta paix mentale. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un s'éloigne. Tu te réduis lorsque tu remets ta dignité pour mendier de l'attention ou une explication. L'esprit conditionné cherche des sorties automatiques, bloquer, exiger, dramatiser, disparaître aussi juste pour faire semblant que cela ne t'affecte pas. Mais cette réaction ne résout rien. Elle t'éloigne simplement de la véritable force. C'est comme si tu utilisais un filtre déformant. Tout ce que tu vois passe par le prisme de ton insécurité et de ton urgence. Le stoïcisme exige le contraire. Il exige que tu mettes un frein, que tu respires avant d'agir, que tu te souviennes de qui tu es et que tu laisses passer la première vague de douleur sans te laisser emporter. Il ne s'agit pas de geler tes émotions, mais d'entraîner ta capacité à décider de ton prochain mouvement avec un esprit clair, pas avec un cœur en flammes. Les gens vont et viennent, parfois sans prévenir. Ce n'est pas une attaque personnelle ni une épreuve de ta valeur. Tu dois arrêter de chercher des raisons externes pour justifier ta réaction interne. L'impulsion est confortable, elle te permet de décharger la tension en quelques secondes, mais elle te condamne à vivre de manière réactive, à la merci de n'importe quel silence ou absence. Tu choisis ta réaction ou tu te contentes d'être une marionnette de tes états émotionnels. Il n'y a pas de juste milieu. N'attends pas que l'autocontrôle surgisse de nulle part. Il se forge à travers des décisions inconfortables, en te maintenant dans cet espace où l'incertitude brûle. Et pourtant, tu ne cours pas éteindre le feu avec des actes désespérés. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'envoyer ce message impulsif, de chercher une réaction rapide pour te sentir vivant à nouveau, souviens-toi de ceci. Ne pas répondre est aussi une réponse. Le silence peut être ton allié si tu l'utilises comme un espace pour retrouver ton centre, pas comme une punition ou une stratégie.
Maîtriser ta réaction est un acte de respect de soi, pas un jeu de pouvoir. La tranquillité ne vient pas du contrôle de l'autre, elle vient de ne pas te perdre lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tu choisis le calme ou tu choisis le chaos, jamais les deux. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui se renforce. N'attends pas que les autres changent pour trouver la paix. Choisis de répondre avec maturité, même si la situation ne le mérite pas. Tu n'as rien à prouver à celui qui s'en va. Tu dois te prouver à toi-même que ta valeur et ta dignité ne dépendent pas de la réaction d'un autre, mais de ta décision de ne pas te trahir. C'est ici que commence le véritable autocontrôle. Quand tu cesses d'être victime de ton impulsion et que tu décides d'être responsable de ta réaction. 2. Ta valeur ne dépend pas des autres. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone presque par réflexe, et là, c'est là, cette conversation qui n'avance pas, ce message qui reste sans réponse, cette absence qui pèse sur ta poitrine même si tu essaies de ne pas y prêter attention. Tu regardes l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, un signe qui te ramène la tranquillité, et l'esprit commence à s'emballer. Ai-je fait quelque chose de mal? Aurais-je dû dire autre chose? Pourquoi ne répond-il pas? C'est presque automatique, l'urgence d'interpréter le silence comme un jugement sur ta valeur apparaît. Et juste là, sans t'en rendre compte, tu commences à te donner à l'opinion d'un autre, remettant ton estime de soi au gré de ses messages, de ses délais et de ses décisions. L'esprit cherche des explications externes parce que rester avec sa propre insécurité est inconfortable. Mais cet inconfort est nécessaire. C'est le premier signe que tu mesures ton importance avec une règle qui n'a jamais été la tienne. Le piège réside dans le conditionnement. Nous croyons depuis des années que d'être aimé, recherché ou approuvé nous rend précieux. C'est un mécanisme appris, comme une programmation de fond qui ne se déclenche que lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore. Tout à coup, tout ce que tu croyais sur toi vacille parce qu'une personne a décidé de ne pas répondre. C'est l'erreur, confondre la réaction d'autrui avec un jugement sur ta dignité. La vraie valeur n'est pas une monnaie qui monte et descend selon qui reste ou qui s'en va. C'est une base interne, quelque chose qui ne doit pas dépendre du regard, du geste ou de la parole de quiconque. Lorsque tu remets ta sécurité entre les mains d'une autre personne, tu deviens otage de ses états d'âme, de ses priorités, de ses propres luttes invisibles. C'est là que commence le véritable épuisement. Tu deviens spectateur de ta vie, attendant la validation qui n'arrive jamais de manière stable. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur lorsque quelqu'un s'éloigne, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le vide laissé par l'absence n'est pas une dette que tu dois régler en changeant qui tu es ou ce que tu donnes. La pensée déformée veut te convaincre que si tu étais meilleur, si tu faisais plus, alors l'autre reviendrait, te chercherait, te validerait. C'est le mensonge qui fait le plus de mal, lier sa propre valeur à ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme enseigne à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et dans cette séparation se trouve le principe de la liberté émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un répond, mais tu peux décider de ne pas hypothéquer ton estime de soi en attendant une réaction. La perception de soi est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de changer pour plaire, de t'adapter au moule d'autrui par peur de perdre. C'est difficile, car cela va à l'encontre d'années d'habitude et de l'anxiété de te sentir invisible. Mais le véritable respect de soi se démontre dans les moments inconfortables, pas dans le confort de l'attention constante. Voici la ligne emblématique. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne voit pas ta valeur. Tu es moins quand tu l'oublies toi-même. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. La dignité ne se négocie pas avec des miettes d'attention, elle se protège, même quand personne ne regarde. Accepter que ta valeur est immuable, même si le monde l'ignore un moment, est un acte de force. Ce n'est pas de l'orgueil vide, ni une indifférence feinte, c'est la décision consciente de ne pas laisser le silence d'un autre fracturer ton autoconcept.
La prochaine fois que le vide te tentera de mendier un signe, souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se négocie pas, elle se maintient. C'est le principe pour commencer à vivre libre du chantage émotionnel de l'attente. 3. Arrêtez l'esprit avant de réagir. Je vais être honnête, l'esprit ne veut pas que vous vous arrêtiez. Il ne veut pas que vous observiez. Il veut sauter directement à la réaction, à la décharge, au soulagement immédiat. Je le sais parce que cela m'arrive aussi. Quand le silence de quelqu'un me fait mal, l'esprit fabrique en quelques secondes toute une série de scénarios et d'explications, chacun plus dramatique que le précédent. C'est inconfortable de reconnaître cela, mais il y a une partie de nous qui préfère agir avant de réfléchir, même si le prix est élevé. C'est le mécanisme automatique, ressentir une menace et chercher une sortie rapide, comme si se laisser emporter par l'impulsion était la seule option. Mais c'est là que vous commencez à perdre, car chaque réaction sans réflexion est une concession de pouvoir. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre personne, mais avec cette urgence interne qui exige une réponse immédiate, peu importe les conséquences. Si vous décomposez le processus, vous réalisez comment fonctionne le piège. Face au vide, l'esprit cherche un sens, et presque toujours, il le trouve contre vous. Vous pouvez sentir le poids de l'attente, l'anxiété qui monte comme une pression dans la poitrine, et la pensée s'accélère. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester immobile. Mais cette hâte est en réalité la peur de ce que vous pourriez découvrir si vous vous arrêtez. Il est plus facile d'agir que d'affronter le fait que vous n'avez pas le contrôle, que le silence n'est pas de votre faute, que l'absence ne définit pas votre valeur. Lorsque vous analysez ce qui se passe à ce moment critique entre ressentir la douleur et réagir, vous voyez que c'est là que se joue la marge de manœuvre la plus importante. L'espace entre le stimulus et la réponse est là où se joue la véritable bataille pour votre paix intérieure. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, ni de faire semblant que cela n'a pas d'importance, mais d'interrompre le cycle automatique de réaction. C'est un exercice mental, presque chirurgical. Remarquer l'impulsion, l'identifier, la remettre en question. Avez-vous vraiment besoin de répondre maintenant? Ou pouvez-vous vous permettre quelques minutes ou quelques heures pour laisser la température redescendre? C'est seulement là que vous commencez à retrouver votre capacité stratégique, car l'autocontrôle n'est pas un don, c'est une pratique délibérée. Chaque fois que vous choisissez d'attendre avant de répondre, chaque fois que vous respirez et retardez la réaction, vous renforcez le muscle de la volonté. L'esprit suggère que vous allez perdre quelque chose si vous n'agissez pas tout de suite, mais l'expérience montre le contraire. Ce que vous perdez réellement, c'est votre centre lorsque vous vous laissez emporter par l'urgence. La conséquence de ne pas vous arrêter est prévisible. Des messages dont vous vous repentez, des mots superflus, des décisions impulsives qui n'aggravent que le vide initial. En agissant sans pause, vous multipliez les dégâts et vous vous enchaînez à une narration dont il est difficile de sortir. En revanche, si vous restez un moment dans cet espace inconfortable, si vous supportez la pression de l'incertitude sans bouger, vous commencez à gagner en perspective. La clarté arrive lorsque l'émotion cesse de dicter vos mouvements et que vous pouvez observer la situation avec plus de distance. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne vous entraîne plus. L'autocontrôle se construit ainsi, en choisissant de ne pas répondre au premier appel du malaise. Ne réagissez pas, décidez. C'est la ligne qui sépare le chaos du calme. L'aspect pratique de cette stratégie est brutalement simple et difficile à la fois. Lorsque vous ressentez l'impulsion, arrêtez-vous. Comptez jusqu'à 10, sortez faire une promenade, changez d'environnement, faites n'importe quoi qui interrompe le cycle automatique. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la discipline émotionnelle. Chaque fois que vous réussissez ce petit frein, vous montrez à votre esprit qu'il ne commande pas seul, que vous avez le dernier mot. Le pouvoir réside dans cette marge, dans cet instant où vous pouvez choisir de ne pas agir. Celui qui maîtrise cette seconde maîtrise le résultat. La réaction rapide est presque toujours la réaction erronée.
C'est ainsi que se forge le caractère, dans les secondes où vous décidez d'attendre et de réfléchir avant de bouger. La clé est de comprendre que votre dignité ne dépend pas de la rapidité de votre réponse, mais de la qualité de votre décision. 4. Utilisez le silence pour grandir. Parfois, le silence ressemble à une pièce blanche et vide, sans fenêtre, sans horloge, juste vous et l'écho sourd de vos propres pensées. Il n'y a rien à regarder, sauf ce vide qui défie votre patience et expose l'inconfort de ne pas avoir de réponse. La tentation est de remplir cet espace à tout prix, avec des mots, avec des actions, avec des tentatives maladroites de forcer une réaction. Mais voici la leçon que personne ne veut entendre. Le silence n'est pas une cellule, c'est une salle de sport brutale pour l'esprit. Chaque seconde dans cet espace devient un poids invisible. Vous pouvez sentir la tension dans vos épaules, la pression dans votre poitrine, l'envie de fuir vers la réaction la plus facile. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de rester. Pas en attendant un signe salvateur, mais en utilisant cet espace pour vous regarder vous-même sans distraction, sans excuse. S'observer dans le silence est inconfortable car cela vous oblige à affronter ce que vous cachez normalement derrière le bruit. Vos insécurités, vos attentes non satisfaites, votre besoin de contrôle. Il y a un geste presque automatique chez la plupart. Regardez l'écran en espérant que quelque chose change, ajuster le téléphone entre les mains, faire des allers-retours dans la pièce, chercher n'importe quoi qui interrompe le vide. Mais si vous parvenez à tenir dans cet inconfort, vous commencez à écouter ce qui se passe vraiment en vous. Le silence est un miroir sans distorsion. Il n'y a pas de filtre ni de versions éditées, juste la matière première de vos émotions non traitées. Il vous oblige à reconnaître d'où vous agissez. Est-ce un besoin d'approbation, une peur de la solitude, une colère de vous sentir déplacé? La croissance se produit lorsque vous arrêtez de cacher ces sentiments et choisissez de les comprendre. Dans la pratique, utiliser le silence pour grandir signifie changer l'angle de la question. Il ne s'agit pas de « pourquoi ne répond-il pas ?» mais de « que puis-je découvrir ici que je ne veux pas voir ?» Le stoïcisme ne propose pas de devenir de pierre. Il vous demande d'utiliser l'absence de l'autre comme un espace fertile pour entraîner l'autocontrôle, pour renforcer le muscle de la patience, pour analyser vos schémas de réaction avec une honnêteté qui dérange. Chaque fois que vous supportez l'attente sans agir par impulsion, vous renforcez l'idée que vous ne dépendez pas de la validation externe pour vous sentir complet. C'est un travail interne, presque artisanal. Vous polissez les arêtes de votre caractère dans la friction de l'incertitude. Il y a un type de clarté qui n'arrive que lorsque vous cessez de saturer le moment avec vos tentatives de contrôle. Vous pouvez le voir dans des détails minimes. Le corps qui se détend après des minutes de tension. La respiration qui devient plus profonde lorsque vous décidez de ne pas envoyer ce message, le regard qui cesse de chercher à l'extérieur et commence à enregistrer ce que vous ressentez vraiment. Ce sont des gestes subtils, presque imperceptibles, mais ils marquent la différence entre vivre de manière réactive et vivre en contrôle. Profiter du silence n'est pas se résigner ni punir l'autre, c'est choisir la croissance plutôt que l'urgence, l'introspection plutôt que le désespoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. C'est la clé. Transformez le vide en un laboratoire pour vous connaître, pour affiner votre réponse, afin que la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, vous ne perdiez pas l'équilibre. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est la scène où votre véritable force est mise à l'épreuve. Acceptez l'inconfort et transformez-le en espace pour grandir. C'est ainsi que vous ne sortez pas blessé, mais plus fort qu'auparavant. 5. Investis ton énergie en toi-même. Arrête d'investir ton énergie dans ceux qui ont déjà décidé de ne pas investir en toi. C'est aussi simple que ça. La réalité est que chaque fois que tu consacres ton attention mentale à quelqu'un qui t'ignore, tu te voles toi-même. Ce n'est pas l'autre qui te prend quoi que ce soit, c'est toi, avec ton obsession, avec ton besoin d'être validé par une réaction extérieure qui te dépouille jour après jour.
Penses-tu vraiment que répéter les mêmes pensées, vérifier le chat en espérant un miracle ou imaginer des dizaines de scénarios va changer quelque chose? La seule chose que tu obtiens, c'est de t'appauvrir émotionnellement, de remplir ton esprit de déchets et de te fragiliser de l'intérieur. Il n'y a pas de dignité à attendre ce qui ne dépend pas de toi, juste de l'épuisement. Le stoïcisme te le crie au visage. Arrête de donner ta vie à l'indifférence d'un autre. Investir ton énergie en toi-même n'est pas un slogan vide, c'est une urgence psychologique. Plus tu passes de temps à ruminer l'absence de l'autre, moins tu as de force pour construire, pour grandir, pour réparer ce qui est sous ton contrôle. La compassion mal comprise est une autre piège. Tu te dis que ça fait mal parce que tu as beaucoup d'amour à donner, alors qu'en réalité, ce que tu as, c'est peur de te retrouver seul avec tes propres affaires. Il est plus facile de s'obséder pour l'autre que de faire face à ton propre vide. Mais ainsi, tu n'augmentes que ta dette intérieure, retardant le moment d'affronter ce qui compte vraiment. Que fais-tu pour toi-même? Personne ne viendra te sauver de ce trou d'autonégation. Soit tu prends les choses en main, soit tu restes piégé dans la misère de l'attente éternelle. L'énergie mentale est limitée. Chaque fois que tu la gaspilles en hypothèses, en suppositions ou en tentative de manipuler la réaction d'autrui, tu arrêtes de l'investir dans tes propres projets, dans ta santé, dans ta croissance. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui obtiennent le plus d'attention extérieure, mais ceux qui savent protéger leur concentration, blindent leur esprit des distractions toxiques et redirigent leur puissance vers ce qui peut vraiment se transformer. Je te le répète, car je ne veux pas que tu te trompes. Donner du pouvoir à l'absence de quelqu'un est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères rien en attendant. Tu perds seulement du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour devenir une version de toi qui ne dépend du regard de personne. As-tu du mal à te lever parce que tu attends toujours un message? Parfait. Voilà la preuve que tu dois changer d'investissement. Utilise cette même ténacité que tu dépenses à vérifier ton téléphone pour construire quelque chose de réel. Améliore ton corps, lis, apprends, organise ta vie, fais le travail inconfortable de te regarder à l'intérieur et de nettoyer les blessures que tu traînes. Chaque minute que tu choisis de te donner l'attention que tu mendiais à l'extérieur est un coup direct à la dépendance. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes. Personne ne valorisera ta présence si tu l'offres toi-même comme une remise à la première absence. Le stoïcisme n'est pas résignation, c'est action lucide. Il te rappelle que ce que tu sèmes dans ton esprit grandit. Et si tu ne sèmes que le manque, c'est tout ce que tu récolteras. Je te le dis sans fioriture, arrête d'attendre que la présence de quelqu'un te rende ce que tu ne peux construire qu'en cultivant ta propre valeur. Arrête d'utiliser ta douleur comme excuse pour rester dans la passivité. Investis ton énergie en toi, non par fierté, mais par survie. Celui qui se néglige en cherchant à l'extérieur se perd à l'intérieur. C'est la vérité que personne ne veut regarder en face. Ne te plains pas ensuite de la solitude si c'est toi qui as d'abord abandonné ta propre compagnie. Commence aujourd'hui, pas demain. Transforme l'obsession en discipline, le vide en construction. Personne ne va te remplir si tu continues à laisser des trous à l'intérieur de toi. La force ne se mendie pas, elle se cultive. Fais-toi ton meilleur investissement. 6. Réponds avec calme, pas avec fierté. Ne te méprends pas. Répondre avec fierté ne te rend pas fort. Cela te rend prisonnier de ton insécurité. La réaction hautaine, cet élan de rendre le coup, de prouver que tu n'as besoin de personne non plus, n'est qu'un masque maladroit pour ne pas faire face à la véritable blessure. La fierté déguisée en intégrité est en réalité de la peur. Peur d'être vu comme vulnérable, peur d'accepter que le silence ou le mépris t'ont blessé. L'esprit veut te protéger et te vend l'idée que si tu réponds avec froideur ou indifférence, tu conserves le pouvoir. Mais ce que tu conserves, c'est le poids inutile d'une guerre intérieure. Parce qu'au fond, tu sais que cette attitude ne guérit rien. Elle ne fait que retarder la douleur et la transforme en ressentiment, une facture mentale qui, à long terme, finit toujours par te coûter cher.
Le mécanisme est simple et brutal. Face à l'absence, l'esprit cherche à restaurer l'équilibre et la première chose qu'il trouve est le faux soulagement de la fierté. Je ne suis pas affecté, je m'en fiche. Je vais prouver que je peux vivre sans cette personne. Mais cette narration n'est rien d'autre qu'une réaction défensive face à la peur d'être exposé. Quand le silence de l'autre te blesse, la fierté propose une sortie rapide. Répondre avec un commentaire cinglant, bloquer, ignorer ou effacer la conversation. Tu crois que cela te permet de reprendre le contrôle, mais en réalité, tu réaffirmes seulement ta dépendance émotionnelle, car ton action est toujours dictée par la blessure, pas par la clarté. Au lieu de résoudre le conflit intérieur, tu l'encapsules sous une couche de force apparente qui ne résiste pas au moindre questionnement. La fierté n'est que l'armure de la peur, et vivre derrière des armures t'empêche de guérir. Tu réponds avec calme lorsque tu décides de regarder en face ce que tu ressens, sans fuir ni cacher la douleur avec des attitudes vides. La sérénité n'est ni passivité ni résignation. C'est la conséquence de comprendre que ta réaction ne doit pas être un reflet automatique de la blessure, mais un choix délibéré depuis la maturité. Tu n'as pas besoin de prouver de la froideur ni de feindre la supériorité. Tu as besoin d'une honnêteté brutale avec toi-même. Pourquoi veux-tu répondre avec fierté? Parce que cela t'effraie de te montrer humain, parce que tu crois que céder la calme est perdre de la valeur. Mais la vérité est autre. Le calme n'est pas soumission, c'est un pouvoir réel. C'est la force de celui qui se connaît et décide de ne pas hypothéquer sa dignité pour gagner une bataille insignifiante dans un jeu de fierté. Le stoïcisme enseigne à briser le circuit de la fierté automatique. Lorsque tu détectes cet élan, tu as l'opportunité de désamorcer le mécanisme et de te demander « Cette réaction me construit-elle ou me fragmente-t-elle » Le calme est inconfortable au début, car il t'oblige à rester dans le lieu de la douleur sans anesthésie instantanée. Il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance externe, juste le travail silencieux de te soutenir, de ne pas céder à la tentation de répondre depuis l'ego blessé. Mais là, juste là, c'est là que se forge le caractère. Répondre avec calme est un acte de respect de soi. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de faire silence sur ce que tu ressens, mais de choisir le moment et la manière depuis la clarté, pas depuis le manque. La fierté t'enferme dans un cycle de réaction et de défense. Le calme te permet d'agir avec stratégie, avec une vision d'avenir, non seulement pour gagner une discussion, mais pour préserver ta santé mentale. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la fierté, tu brises le schéma qui te maintient lié au jeu des autres. Tu cesses de chercher la validation dans la réaction de l'autre et commences à construire une base interne de sécurité. Ce n'est pas facile, car cela implique de renoncer à la gratification immédiate de avoir le dernier mot et de supporter l'inconfort en silence. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Au final, répondre avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de maîtrise de soi. La fierté est bruyante, le calme est percutant. Celui qui répond avec sérénité prouve qu'il n'est plus à la merci des fluctuations émotionnelles de quiconque. C'est la véritable force, choisir la paix même lorsque l'esprit te pousse au conflit. 7. Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. Tu te surprends un moment à regarder l'écran de ton téléphone, le pouce hésitant entre deux options, bloquer cette personne qui t'ignore ou simplement la laisser partir sans plus. La conversation est toujours là, sans nouveau message, avec la tension accumulée après des jours d'absence. Tu sais que le blocage est tentant car il promet un soulagement instantané, une sensation de contrôle sur la situation. Mais si tu analyses en profondeur ce qui t'arrive, tu te rends compte que ce n'est pas un vrai contrôle, c'est juste un raccourci émotionnel pour masquer l'inconfort. L'acte de bloquer est souvent chargé de colère, de déception ou d'un mélange amer de fierté et de fatigue. Tu te vends l'idée que couper l'accès est une façon de te protéger, mais en réalité, tu renforces souvent le lien négatif, tu t'attaches encore plus à la narration de la douleur.
Le blocage physique est simple. Ce qui est difficile, ce qui coûte vraiment, c'est de lâcher prise en profondeur. Le mécanisme est clair. L'esprit cherche une solution rapide pour cesser de ressentir ce poids, ce vide inconfortable chaque fois que tu vois la conversation stagnante. Alors tu te lances dans le blocage, convaincu qu'en éliminant l'accès, tu élimines aussi la blessure. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la douleur ne s'efface pas avec un bouton. Car ce qui te blesse n'est pas la présence de l'autre dans ta liste de contacts, mais l'histoire que tu continues à alimenter dans ta tête. Le blocage devient un pansement, une réaction défensive qui te donne l'illusion d'avoir fermé un cycle. Alors qu'en réalité, tout ce que tu as fait, c'est mettre une porte fermée sur une pièce en désordre. Lâcher prise implique bien plus que d'éliminer un contact. Cela exige de faire face au travail intérieur, de laisser aller l'attente, le ressentiment et l'idée que l'on te doit quelque chose. Si tu approfondis, tu verras que le blocage résout presque jamais le véritable conflit. Il peut te donner un répit momentané, mais à long terme, si tu n'as pas lâché l'attachement émotionnel, la pensée continue de revenir. La blessure reste ouverte et le ressentiment se multiplie en silence. Lâcher prise, en revanche, est une décision stratégique beaucoup plus puissante. Cela ne signifie pas se résigner ni faire l'indifférent, mais cesser d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Lâcher prise, c'est accepter que l'autre a le droit de s'éloigner, de ne pas répondre, de vivre son processus, et que ta paix ne dépend pas de forcer une fermeture externe. C'est choisir de ne pas poursuivre ni punir, mais de te déplacer vers l'avant avec la dignité intacte. L'entraînement stoïque vise justement cela. Il ne te demande pas de supprimer, d'ignorer ou de bloquer par impulsion, mais de travailler en toi pour libérer l'espace mental que cette personne ou cette situation occupe. Il t'invite à interrompre le cycle de réaction, à te demander si agir par la colère ou la fierté te laisse vraiment en paix. La véritable libération se joue sur le terrain intérieur, quand tu peux voir le chat, te souvenir de l'histoire et pourtant te sentir calme parce que tu n'as plus besoin que l'autre personne confirme ta valeur. Lâcher prise est une discipline, pas une évasion. C'est décider de cesser de porter un poids inutile, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu en as besoin pour avancer. Au fond, bloquer est facile, lâcher prise est difficile. Mais seul l'un des deux chemins te libère. Fermer la porte n'est pas la même chose que de lâcher la charge. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence d'éliminer, arrête-toi et évalue. Cherches-tu à te protéger ou à éviter le travail de lâcher prise? Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. C'est la décision qui renforce ton caractère et te redonne le véritable contrôle. Le contrôle sur ton monde intérieur. 8. Avancer sans rester ancré dans le passé. Je vais le dire sans adoucir. Le moment le plus difficile n'est pas quand quelqu'un s'en va, mais quand vous réalisez que vous êtes toujours attaché à ce qui n'existe plus. C'est inconfortable de noter comment le corps réagit avant l'esprit, comment les doigts glissent encore et encore sur les vieilles photos dans la galerie, parcourant des messages comme si vous pouviez trouver un nouvel indice, un signe qui donnerait un sens à ce qui est déjà brisé. Il y a une fatigue particulière dans ce geste, un mélange de nostalgie et d'entêtement qui vous maintient en cercle, piégé dans des répétitions qui n'ajoutent plus rien. L'air pèse différemment quand vous vous accrochez au passé. La pièce semble plus petite, la poitrine se serre, et même le café perd de son goût parce que l'esprit est occupé par des souvenirs qui ne laissent pas de place à ce qui est devant vous. Je le sais parce que j'ai été dans ce piège, parce que j'ai ressenti le besoin presque physique de revenir en arrière, de retourner à ce moment où tout semblait avoir un sens. Mais c'est la paradoxe. Plus vous essayez de revivre ce qui est perdu, plus vous vous épuisez et moins d'énergie il vous reste pour avancer. Le passé a une force invisible qui s'accroche aux détails, aux petits objets, aux chansons qui jouent en fond, aux habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher. Chaque fois que vous revisitez ce qui était, vous établissez un circuit mental qui renforce l'idée que cela était mieux, que vous avez perdu quelque chose d'irremplaçable et que peut-être, si vous restez là, vous pourrez le récupérer.
Mais ce que vous tenez, c'est une image figée, une version de vous qui n'existe plus et une histoire qui ne se réécrit que dans votre tête. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres étrangères. Chaque souvenir non traité, chaque rancœur, chaque « et si j'avais fait cela différemment » ajoute du poids et vous empêche de bouger librement. Le véritable avancement commence lorsque vous avez le courage de lâcher ce fardeau, lorsque vous cessez de chercher des explications dans ce que vous ne pouvez pas changer et que vous vous concentrez sur ce qui est ici, en ce moment. Ce qui est pratique et brutal dans le stoïcisme, c'est qu'il ne vous permet pas de rester bloqué. Il vous oblige à regarder ce que vous avez et ce que vous pouvez faire maintenant, pas ce qui a déjà été. Avancer n'est pas un acte grandiose ni dramatique. C'est la somme de décisions minimales, de gestes quotidiens. Fermer la galerie, ranger l'objet qui vous attache, sortir, marcher différemment. Cesser de revoir des conversations qui n'existent que dans votre mémoire. Le corps le ressent d'abord, moins de tension dans les épaules, la respiration qui se libère, les mains qui enfin s'occupent de quelque chose de productif et cessent de trembler à la recherche de réponses. C'est là que commence la transformation. Quand vous choisissez de faire face au présent sans le filtre de ce que vous avez perdu. Quand vous osez construire à partir du point où vous vous trouvez réellement, pas depuis la nostalgie. Vous n'avez pas besoin d'effacer le passé ni de nier ce que vous avez ressenti, mais vous devez cesser d'alimenter la machinerie interne qui vous maintient en train de tourner au même endroit. Chaque minute que vous passez à revenir en arrière est une minute que vous perdez à construire quelque chose de nouveau, à découvrir une possibilité qui ne peut pas s'inscrire dans l'inertie d'hier. Le passé n'enseigne que si vous le lâchez. Si vous restez, il vous consume. C'est la ligne dure que personne ne veut accepter. La dignité se démontre aussi dans la capacité d'avancer sans regarder en arrière avec pitié ni avec colère, mais avec la certitude que votre histoire ne se termine pas dans la dernière absence. Choisissez de bouger, même si cela fait mal. Choisissez d'avancer, même si le corps demande à reculer. Parce que c'est seulement ainsi que le passé se transforme en expérience et non en prison. Et cela, croyez-moi, est le seul vrai chemin vers la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des réalités qui font mal à accepter. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu offres un peu de ta dignité en échange de rien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un coup psychologique. Nous vivons dans un environnement où normaliser l'inacceptable est devenu une routine, et le prix est élevé. Des fractures invisibles dans le caractère, une estime de soi qui s'érode en silence et ce sentiment désagréable que le pouvoir sur ta vie s'évapore entre des mains étrangères. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de cesser de négocier l'essentiel, le respect de soi. Car si ce n'est pas toi qui défends ton intégrité, personne ne le fera à ta place. La philosophie stoïque n'offre pas d'excuses. Elle enseigne que la discipline des limites et la clarté pour détecter ce qui est nuisible sont des formes d'autodéfense et non d'arrogance. Ce que tu permets, tu l'enseignes. C'est une vérité inconfortable, mais indéniable. Certains diront que c'est exagéré, que parfois il faut avaler des couleuvres pour s'intégrer. Mais tolérer l'intolérable n'a jamais été sage, ni courageux. La véritable force ne réside pas dans le fait de supporter n'importe quel traitement, mais dans le courage de dire « jusqu'ici ». Si tu veux du respect, commence par ne pas le donner gratuitement. Aujourd'hui, nous allons parler sans détour des 6 comportements inacceptables que tout homme ne doit pas supporter s'il veut vivre selon ses propres règles. Car la dignité ne se négocie pas, elle se défend. 1. Ne normalise pas le manque de respect. Le manque de respect n'est pas un accident, c'est une décision. Et chaque fois que tu le permets, tu éduques les autres sur ce que tu es prêt à supporter. Le plus grand ennemi de ta dignité n'est pas celui qui te méprise, c'est ton silence face à ce mépris.
Ici, il n'y a pas d'excuse. Chaque fois que tu justifies une mauvaise attitude avec des phrases comme « c'est juste comme ça cette personne » ou « ça ne vaut pas la peine d'en faire un problème », tu te vends à bas prix. Tu deviens complice de l'érosion silencieuse de ton estime de soi. Certains croient que tolérer de petites offenses est une preuve de maturité. Erreur. Il n'y a rien de mature à normaliser le mauvais traitement. Le respect n'est pas négociable et ne dépend de l'humeur de personne. C'est le sol minimum sur lequel se construisent toutes tes relations et, surtout, ta relation avec toi-même. Chaque fois que tu te tais face à un commentaire sarcastique, une moquerie déguisée en blague, un regard qui cherche à te rabaisser ou une attitude condescendante, ton esprit enregistre le message « c'est acceptable, c'est ce que je mérite ». Cette accumulation de micro-agressions devient le poids que tu portes jour après jour. Ne te laisse pas tromper en croyant que tu es le plus fort en supportant tout, car la force ne se mesure pas à la quantité de déchets que tu ingères, mais à ta capacité à rejeter ce qui te dégrade. Accepte moins et tu finiras par être moins. C'est le piège. Il y a une différence énorme entre être tolérant et devenir un paillasson émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à baisser la tête et à avaler du poison avec un sourire forcé. Il s'agit d'avoir la clarté et la discipline pour identifier quand quelqu'un franchit la ligne et, sans perdre son calme, mettre un terme nécessaire. Laisser passer un manque de respect ne te rend pas sage, cela te rend insensible envers toi-même. Chaque fois que tu le fais, ton caractère se fracture un peu plus. Une dette interne se forme que tôt ou tard, tu devras payer sous forme de ressentiment, d'insécurité ou de colère contenue. Combien de temps penses-tu pouvoir supporter avant que cela ne te coûte cher? Il y a une vérité inconfortable, tu ne peux pas exiger le respect si tu ne te le donnes pas d'abord. Cela implique de cesser de chercher des explications à l'inacceptable et de commencer à répondre avec fermeté, même si cela signifie perdre la sympathie de certains. Je préfère perdre des gens que de me perdre moi-même. C'est la ligne emblématique que tu devrais répéter jusqu'à l'ancrer dans ton esprit. Tu n'es pas né pour être accepté à tout prix, tu es né pour être intègre. Défendre tes limites n'est pas de l'arrogance, c'est un investissement dans ta valeur personnelle. Chaque fois que tu te tiens debout et que tu mets un terme à un manque de respect, tu entraînes le muscle de ton autodiscipline, tu renforces ton estime de soi et tu te rappelles que ton intégrité est plus importante que n'importe quelle approbation bon marché. Celui qui ne peut pas te respecter ne mérite pas d'espace dans ta vie ni dans tes pensées. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Soit tu te respectes, soit tu te résignes. La décision t'appartient toujours. 2. Détecter et couper la manipulation tôt. Vous vous asseyez avec quelqu'un pour prendre un café et presque sans vous en rendre compte, la conversation tourne autour de ce que vous avez fait ou pas fait. Cette personne vous lance des phrases enveloppées de préoccupations, vous fait sentir en dette, vous glisse des culpabilités subtiles. Je le disais pour votre bien, c'est toujours moi qui dois céder. Je ne comprends pas pourquoi cela vous dérange tant si je ne faisais que plaisanter. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes directes, mais vous sortez de là avec une gêne que vous n'arrivez pas à nommer. C'est ainsi que commence la manipulation, non pas avec des attaques frontales, mais avec des distorsions lentes et presque invisibles de votre perception et de votre volonté. Le véritable danger n'est pas ce qu'on vous fait, mais ce que vous commencez à vous faire vous-même. Parce que la manipulation agit comme un filtre mental. Peu à peu, vous vous habituez à douter de vos propres décisions, à sentir que vous devez justifier ce que vous ressentez, à céder par fatigue et non par choix. Le problème est que, lorsque vous ne coupez pas ces jeux tôt, votre esprit apprend un mécanisme toxique, celui de se trahir pour plaire à l'autre. Il est facile de se tromper en croyant que céder est synonyme de maturité. Mais il y a une différence énorme entre s'adapter et se dissoudre. La manipulation n'est jamais évidente au début. Elle se déguise en conseil, en préoccupation, voire en amour. Et c'est là que le piège devient dangereux. Vous commencez à accepter de petites distorsions de la réalité juste pour éviter le conflit, pour ne pas être difficile, pour maintenir la paix. Mais cette paix a un coût.
Chaque fois que vous ignorez cette gêne intérieure, que vous justifiez une culpabilité qui n'est pas la vôtre, que vous acceptez le récit des autres sur vos propres actes, vous vous éloignez un peu plus de vos principes. Le prix se paie sous forme d'insécurité, de ressentiments accumulés, d'un sentiment de vide que vous n'arrivez pas à remplir avec aucune reconnaissance externe. Et le pire, vous vous habituez à trahir votre vérité pour acheter un peu d'harmonie superficielle. Être vigilant face à la manipulation ne signifie pas vivre dans la paranoïa, ni s'obséder avec le contrôle, mais affiner la sensibilité pour identifier quand une interaction vous fait sentir plus petit, plus confus, moins maître de vos choix. La véritable autodiscipline n'est pas seulement de contrôler vos impulsions, mais aussi de protéger la clarté de votre pensée. Reconnaissez le jeu et sortez-en avant de vous perdre. C'est le mot d'ordre. Le respect de soi se démontre par la capacité à couper un schéma manipulateur dès le premier indice. Vous n'avez pas besoin d'explications longues, ni de chercher l'approbation pour mettre un terme. Il suffit d'affirmer votre position, d'exprimer votre malaise et de vous retirer de l'échange émotionnel si nécessaire. La peur d'être qualifié d'insensible ou d'égoïste est ce qui maintient beaucoup de gens piégés dans des dynamiques manipulatrices pendant des années. Mais la réalité est simple, celui qui vous manipule ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas venu ici pour servir de marionnette émotionnelle, ni pour porter les fardeaux des autres aux dépens de votre dignité. La manipulation ne prospère que là où il y a confusion et culpabilité. C'est pourquoi votre tâche principale est de détecter à temps et de couper à la racine, même si cela implique de perdre certaines commodités ou des relations qui n'apportent plus rien. Rien ne justifie de remettre votre volonté à un autre. Chaque fois que vous choisissez votre intégrité plutôt que la complaisance, vous renforcez le muscle le plus important, celui de votre souveraineté intérieure. Ne vous vendez pas à bas prix. Apprendre à détecter et à couper la manipulation tôt n'est pas de la froideur, c'est prendre soin de soi. Parce que celui qui apprend à se respecter devient impossible à manipuler. 3. Protège ta confiance des trahisons. Je confesse que ce qui est le plus difficile à accepter n'est pas le dommage direct, mais la douleur froide laissée par une trahison. Pas la trahison cinématographique, bruyante et évidente, mais celle qui opère depuis la confiance, celle qui s'installe dans le quotidien et te pousse à te demander si tu as vraiment bien compris la personne en face de toi. La confiance ne se construit pas en un jour. C'est la somme de petites concessions, de vérités partagées, de silences qui ne pèsent pas. Mais il suffit d'une seule rupture, d'une fuite de ce que tu as confié, d'une promesse violée, pour que cette structure interne vacille. Le véritable problème n'est pas seulement l'acte, c'est la séquelle mentale. Tu commences à revoir chaque détail, à chercher des signes que tu ne voyais pas auparavant, à douter du sens de ce qui est dit et de ce qui est tu. Ton esprit, qui trouvait auparavant du repos dans la proximité, devient maintenant un espace de vigilance constante. Et c'est ici que tu commences à comprendre que protéger ta confiance n'est pas de la paranoïa, c'est une autodéfense psychologique. Analysons cela avec froideur. Chaque trahison opère comme un virus. Elle ne détruit pas seulement ce qui existait, mais installe dans ton système opératoire un mécanisme d'alerte qui complique les connexions futures. Tu deviens plus prudent, plus réservé, moins disposé à exposer ta vulnérabilité. Un coup caché se produit. Tu perds la légèreté de faire confiance et en échange, tu acquiers une sorte de carapace qui promet protection, mais qui t'isole aussi. La trahison enseigne, mais l'apprentissage est amer. Si tu normalises ce type de blessure dans ta vie, tu commences à te méfier même lorsqu'il n'y a pas de raison concrète et ta capacité à construire des relations authentiques s'érode. Le stoïcisme ici ne consiste pas à bloquer la douleur, ni à devenir insensible. Il s'agit de comprendre l'origine de cette fracture, d'assumer la responsabilité de tes limites et de ne jamais plus déléguer le soin de ta confiance à celui qui l'a déjà brisée. L'erreur la plus courante est de croire que pardonner équivaut à oublier ou que donner des secondes chances est un signe de maturité émotionnelle. Il y a une différence claire entre surmonter le ressentiment
et continuer à permettre l'accès à ton monde intérieur à celui qui a prouvé qu'il était incapable de le respecter. Pardonner peut être une décision personnelle, mais rétablir la confiance est un privilège qui doit être gagné, pas un droit accordé par insistance ou pression sociale. Lorsque tu ignores les signaux, lorsque tu te convaincs que ce n'était pas si grave, lorsque tu justifies l'inacceptable par peur de la solitude, tu hypothèques en réalité ta tranquillité future. Ici, une phrase emblématique prend tout son sens. Ne mets jamais ta confiance là où il y a déjà eu trahison. Ce n'est pas de l'amertume, c'est un sens stratégique de préservation. Dans la pratique, protéger ta confiance signifie observer les schémas, pas les promesses. Cela signifie identifier si les actions des autres valident ou contredisent leurs paroles et décider, avec sérénité, à qui tu permets un accès réel à tes pensées, tes faiblesses et tes projets. Il ne s'agit pas de construire des murs infinis, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu cèdes ta confiance à la légère, tu paries ta stabilité émotionnelle sur une roulette que tu ne contrôles pas. Le respect de soi se démontre dans la sélectivité. Tout le monde ne mérite pas de savoir qui tu es quand personne ne regarde. La confiance est un investissement à haut risque. Ta tâche est de gérer ce capital avec intelligence et sans culpabilité. Être stoïque en ce sens ne signifie pas se durcir, mais affiner ton jugement et ne pas te trahir par peur de l'isolement. Protéger ta confiance, c'est protéger ta paix. Si quelqu'un la brise, le premier devoir n'est pas de punir, mais de te retirer et de recalibrer tes frontières. Car au final, celui qui ne prend pas soin de ta confiance ne mérite pas ta présence. 4. Ne laisse pas la négativité des autres t'absorber. Parfois, la négativité des autres s'installe comme une fumée invisible dans une pièce fermée. Au début, c'est juste une gêne subtile, mais au fil des minutes, elle commence à piquer les yeux, irriter la gorge et rendre la respiration difficile. Le visage de celui qui l'aimait est inconfondable. Sourcils froncés, regard enfoncé, épaules constamment voûtées vers l'avant, voix teintée de plainte ou de pessimisme. Tu t'approches, peut-être par courtoisie ou par l'absurde espoir de lui remonter le moral, et sans t'en rendre compte, cette fumée commence à t'imprégner. Ces mots tombent lourdement, comme des gouttes de goudron, tachant de gris toute tentative de légèreté. Tu prends une gorgée de ton café et tout en écoutant le récit interminable de tout ce qui ne va pas dans le monde, tu remarques que ta posture se rétracte, que ton énergie s'épuise, comme si quelqu'un avait ouvert une valve dans ta poitrine. C'est ainsi que la négativité opère. Elle n'attaque pas, elle se filtre. Elle ne crie pas, elle contamine. Beaucoup croient qu'absorber le fardeau émotionnel des autres est de l'empathie, que prêter l'épaule à ceux qui ne savent que déverser leur misère est un signe de force ou de bonté. Erreur de calcul. Il y a une différence claire entre soutenir et se laisser utiliser comme décharge émotionnelle. La négativité chronique ne cherche pas de solution, elle cherche de la compagnie dans son puits. Si tu restes trop longtemps dans cette atmosphère, tu finis par respirer le même air vicié, convaincu que le monde est aussi sombre et hostile qu'on te le dépeint. Le pire tour de la négativité est qu'elle se déguise en réalisme. Les choses vont mal, tu ne le vois pas, te dit-elle, et peu à peu, ton regard s'obscurcit, ton jugement se contamine, et tu commences à filtrer tes propres pensées à travers le prisme d'un autre. Chaque interaction laisse un résidu, une couche de fatigue qui ne t'appartient pas mais que tu ramènes quand même chez toi, comme si elle était la tienne. La mentalité stoïque exige de la discipline même dans ce domaine. Ne pas devenir une éponge de la toxicité des autres. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de couper tout lien avec ceux qui traversent des moments difficiles, mais d'établir une limite claire entre tes émotions et celles des autres. Le geste est simple, mais peu fréquent. Écouter attentivement, mais sans absorber. Accompagner, mais sans se laisser entraîner. Imagine le muscle de ta sérénité comme une membrane sélective. Laisse entrer ce qui apporte, rejette ce qui intoxique. Quand tu sens qu'une conversation te laisse plus fatigué qu'avant,
Quand tu remarques qu'après avoir vu une certaine personne, ton humeur se teinte de gris, tu as l'obligation, oui, obligation, de protéger ton état mental comme une ressource précieuse et non renouvelable. Tout ce que tu entends ne t'appartient pas. C'est une phrase que tu devrais graver dans ta mémoire, car il y a ceux qui, incapables de gérer leur propre poison, cherchent à le distribuer à chaque rencontre. Le piège est subtil, car l'usure n'est jamais immédiate. C'est une érosion lente. Aujourd'hui, tu cèdes quelques minutes. Demain, tu avales le double de plaintes. Après-demain, tu te découvres à reproduire les mêmes discours défaitistes sans t'en rendre compte. L'environnement que tu tolères est l'environnement que tu finis par habiter. Alors, observe les gestes, la façon dont ton corps réagit à certaines personnes, le type de pensée qui émerge après chaque interaction. Si tu te découvres plus irritable, plus apathique ou plus cynique après avoir passé du temps avec quelqu'un, ne néglige pas le signal. Protège ton moral comme le bien le plus fragile. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoconservation. La force ne consiste pas à tout porter, mais à savoir quelles charges te reviennent et lesquelles tu dois lâcher avant qu'elles ne te déforment. En pratique, cela signifie apprendre à se retirer à temps, à changer de sujet avec élégance ou à mettre de la distance sans ressentir de remords. Parce que ta paix mentale n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de l'acceptation, ni pour sauver celui qui ne veut pas changer. Personne ne construit une vie intègre en respirant la fumée des autres. 5. Défends tes limites sans hésiter. Si tu ne défends pas tes limites, personne ne le fera à ta place. C'est aussi simple que ça. N'attends pas de compréhension. Ne te trompe pas en espérant des changements spontanés. Le monde ne s'arrête pas pour te demander combien tu es prêt à supporter. Il avance simplement, et s'il te voit hésitant, il marchera sur toi. La principale raison pour laquelle tant d'hommes se retrouvent piétinés n'est pas la méchanceté des autres, mais leur propre lâcheté. L'auto-tromperie favorite, je ne veux pas créer de problème, ce n'est pas si grave, j'en parlerai plus tard. Non, ce que tu remets à demain devient une dette qui te pèse demain. Chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu cèdes par peur du conflit, tu envoies un message clair. Ici, tout est négociable. Ici, n'importe qui peut avancer. Et une fois que ce schéma s'installe, le secouer est 20 fois plus difficile. Il y a une différence abyssale entre être compréhensif et être une proie facile. La tolérance mal comprise est le terreau fertile où poussent les abus quotidiens. Accepter que l'on franchisse tes limites n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon. C'est le prix caché du confort, mais la facture arrive toujours. Insatisfaction, ressentiment, une sensation constante de te trahir. Combien de jours penses-tu encore offrir ta tranquillité pour éviter un mauvais moment de 5 minutes? La plupart des gens ne savent même pas où commencent leurs limites parce qu'ils ne se sont jamais assis pour les définir. Si tu ne clarifies pas jusqu'où tu es prêt à aller, les autres décideront pour toi, et je te garantis que leur standard sera bien plus bas que le tien. Tes limites ne se négocient pas avec ceux qui ne savent pas te respecter. C'est la ligne que tu dois te rappeler chaque fois que tu doutes de mettre un terme. Défendre tes limites n'est pas crier ni recourir à des scènes dramatiques. C'est avoir le courage d'être inconfortable, de maintenir ta position même lorsque la pression augmente. C'est te refuser à justifier chaque décision, à donner des explications interminables, à porter la culpabilité que d'autres veulent te transférer. Personne n'aime perdre un avantage, et quand tu décides de ne plus plaire, des reproches, des chantages émotionnels et des visages fermés arriveront inévitablement. Parfait. C'est le signe que tu es enfin en train de faire le travail difficile que tant évites, mettre de l'ordre dans ton espace vital. Si tes mains tremblent la première fois, tant mieux. Cela signifie que tu sors enfin du mode automatique et que tu assumes le coût réel de te respecter. Le stoïcisme n'est pas de la passivité, c'est une fermeté sereine. C'est savoir que le conflit occasionnel est 100 fois préférable à l'érosion lente de ton caractère. Ne te trompe pas. Permettre l'abus pour maintenir la paix est le plus grand acte de trahison contre toi-même. La vraie paix ne s'achète pas par la soumission, elle se construit en défendant ce qui t'appartient.
ton temps, ton énergie, ta dignité. Personne ne devrait avoir un accès illimité à ton attention, ni à ta bonne volonté. Celui qui ne sait pas poser de limites finit par vivre l'agenda des autres. C'est la condamnation de ceux qui n'apprennent jamais à dire stop. Alors arrête de chercher des excuses, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'avoir si peur du rejet. Chaque fois que tu te tiens debout, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat plus fort, tu revendiques le droit fondamental de vivre selon tes propres termes. Défendre tes limites n'est pas un luxe, c'est la base de toute vie respectable. 6. Ne tolère pas l'hypocrisie ni les mensonges. La vérité est inconfortable. Tolérer l'hypocrisie et le mensonge, c'est permettre à d'autres de manipuler ta perception de la réalité et pire encore, c'est donner la permission à tes propres peurs de dicter comment tu te relèves avec le monde. Chaque fois que tu acceptes un double visage ou une demi-vérité, ce que tu fais réellement, c'est négocier ta clarté mentale pour un peu de fausse harmonie. Il n'y a rien de plus corrosif pour l'intégrité d'un homme que de s'habituer à vivre avec l'ambiguïté, de détourner le regard lorsque tu détectes des contradictions évidentes ou de laisser passer ces mots que tu sais ne pas correspondre aux faits. Le prix de cette tolérance est brutal. Tu commences à te méfier de tes propres jugements, à sentir que tu dois mesurer chaque réaction, à vivre avec une sorte de filtre qui déforme ce que tu vois et entends, juste pour ne pas affronter le conflit. Le mensonge ne s'installe pas seulement dans la relation avec l'autre, mais peu à peu, il s'infiltre dans ton dialogue interne, érodant ta capacité à faire confiance à ton interprétation de la réalité. Il est facile de tomber dans le piège de justifier les petits mensonges, de te dire que cela ne vaut pas la peine de confronter, ou que nous avons tous des moments d'incohérence. Mais il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de rejeter l'habitude d'accepter l'inacceptable. L'hypocrisie est un poison subtil. Elle se déguise en gentillesse, en diplomatie, en pragmatisme. Mais au fond, ce qu'elle provoque, c'est une sensation de marcher sur un terrain instable, où tu ne sais jamais si la personne en face de toi est qui elle dit être, ou si elle porte simplement un masque commode. Et le problème ne s'arrête pas là. Lorsque tu permets que cela se répète, tu te programmes pour normaliser l'incohérence. C'est un entraînement inversé. Au lieu de renforcer ton jugement, tu l'anesthésies. L'esprit, face à la contradiction constante, finit par construire une carapace d'indifférence, ou pire encore, de cynisme. Là où il y a mensonge, il n'y a pas de confiance. C'est la ligne que tu dois graver, car sans confiance, il n'existe pas de relation qui vaille la peine. Le mécanisme psychologique derrière la tolérance à la fausse vérité est simple, la peur. La peur de rester seul, la peur du conflit, la peur qu'on te traite de rigide ou de peu compréhensif. Mais cette peur, si tu l'alimentes, devient le directeur silencieux de ta vie sociale. Tu cesses de dire ce que tu vois, tu cesses de pointer ce qui est évident. Tu deviens un complice passif d'un jeu où tu perds toujours. Le stoïcisme n'est ni froideur ni supériorité morale. C'est avoir la discipline de regarder en face, d'exiger la cohérence d'abord en toi, puis chez ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de monter des scènes, ni de chercher des confessions dramatiques. Il suffit de ne pas participer à des dynamiques où la vérité est négociée, de retirer ton énergie de tout échange, où le respect des faits est absent. C'est la véritable autodiscipline. Ne pas se taire devant le faux, ne pas récompenser la double morale par ta présence. La tentation de tolérer l'hypocrisie pour maintenir la paix est un piège très coûteux. Parce que ce qui est sacrifié n'est pas seulement le lien avec l'autre, mais ta propre sensation de congruence. Apprendre à dire « je ne joue pas selon des règles tordues » est une marque de respect de soi que peu pratiquent. Chaque fois que tu choisis la vérité, même si cela dérange, tu renforces cette partie de toi qui refuse d'être façonnée par la commodité des autres. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton rejet du mensonge. Ta seule distance est une déclaration de principe. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. La tolérance à l'hypocrisie est une reddition silencieuse.
Si tu veux vraiment vivre une vie digne, commence par exiger la transparence, d'abord dans tes actes, puis dans tes relations. Parce qu'à la fin, celui qui accepte la fausse vérité finit par se trahir bien avant les autres. 7. Choisis l'intégrité plutôt que l'approbation extérieure. Tu attends dans la file d'une agence, écoutant comment la conversation des autres tourne autour de qui a fait quoi, qui a la dernière tendance et qui s'intègre le mieux dans le groupe. Quelqu'un à côté de toi donne son avis avec légèreté sur un sujet qui te touche de près, déformant les faits juste pour plaire aux autres. Tu ressens cette pression tacite dans l'air, le regard qui attend que tu acquiesces, le sourire qui réclame ta complicité. Il est facile de céder, de rire de ce qui ne te semble pas drôle, de te taire quand quelque chose te dérange, ou même d'ajouter une opinion fausse pour ne pas être mis à l'écart. Ainsi, sans t'en rendre compte, le mécanisme le plus corrosif s'active, celui de placer l'acceptation des autres au-dessus de ta propre vérité. Chaque petite décision semble inoffensive, mais le schéma qui s'installe est clair. Tu te façonnes selon l'attente collective, même si cela implique de trahir ce que tu penses ou ressens. L'analyse est simple et brutale à la fois. Lorsque tu cherches l'approbation extérieure, ton jugement devient un produit de marché. Tu l'ajustes selon la demande du moment, même si le prix est ta tranquillité intérieure. Le problème de fond n'est pas seulement l'inconfort ponctuel, mais l'habitude qui s'installe. Chaque fois que tu choisis de plaire pour t'intégrer, tu entraînes ton esprit à ignorer les alertes internes, à laisser passer les incohérences et à justifier de petites trahisons personnelles. Le résultat est une fracture silencieuse. Tu t'habitues à ne pas t'écouter, à privilégier le consensus sur l'authenticité. Ce qui semble être de la diplomatie est souvent simplement une peur de perdre le statut, le groupe, la validation momentanée. Mais la facture arrive. L'intégrité n'est jamais gratuite. Et tu le sais quand à la fin de la journée tu ressens plus le poids de ce que tu as gardé pour toi que de ce que tu as dit. Si tu analyses le processus, tu verras que la recherche d'approbation est addictive parce qu'elle est immédiate. Un geste d'approbation, un éclat de rire partagé, un « bien dit » peuvent anesthésier l'inconfort intérieur un moment, mais cette trêve est fragile et superficielle. Ce qui est sacrifié, au fond, c'est la relation avec toi-même. Parce que chaque fois que tu minimises tes principes pour éviter d'être le bizarre, ce que tu construis est une identité empruntée, un masque qui exige un entretien constant. Et personne n'a de paix en portant des masques. L'intégrité, en revanche, est inconfortable parce qu'elle exige des renoncements. Dire ce que tu penses vraiment, ne pas rire de ce qui te semble faux, te retirer d'une conversation lorsque le coût est ta tranquillité. C'est un pari à long terme, mais les dividendes sont réels, respect de soi, clarté d'esprit et la sensation que ta valeur ne dépend pas des applaudissements des autres. La stratégie stoïque est claire, définis d'abord ce que tu n'es pas prêt à négocier. Si ta vérité est inconfortable, qu'elle le soit. Si ton opinion ne s'intègre pas, tant mieux. L'intégrité pèse, mais elle libère. C'est la ligne que tu dois te rappeler lorsque l'ambiance devient pressante. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de ne pas céder ta boussole interne pour un peu d'acceptation passagère. Le respect qui compte, le seul qui demeure, est celui qui naît de ne pas te trahir, même lorsque la conséquence est le rejet. La vie se simplifie beaucoup lorsque ton bien-être n'est pas mesuré par les gestes des autres, mais par la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Sans intégrité, toute approbation est creuse. Choisis le poids de la vérité, même si cela te laisse seul un moment, car tout le reste est une dette qui tôt ou tard te sera réclamée avec des intérêts. La décision se trouve dans chaque petit acte. Préfères-tu appartenir au prix de toi-même ou te respecter et laisser l'approbation venir seulement si elle est authentique? C'est la différence entre survivre sous des masques ou vivre la tête haute. 8. Fais du respect de soi ta priorité. Je dois l'admettre, ce qui est le plus inconfortable n'est pas ce que les autres te font, mais ce que tu te permets de supporter en silence. Ce moment, au milieu d'une conversation, lorsque tu réalises que tes mots sont ignorés, que tes gestes ne comptent pas, que ta présence est presque invisible, et pourtant tu restes là,
faisant semblant que tout va bien. Tu ressens une tension dans le cou, les muscles de ton visage se contractent pour ne pas montrer de gêne, et ta respiration se raccourcit légèrement, tandis que tu forces un sourire poli. C'est une scène si quotidienne et si intime que personne d'autre ne la remarque. Mais tu sais qu'à ce moment-là, tu as de nouveau choisi de rester en retrait, juste pour éviter des inconforts. L'agression n'est pas scandaleuse, mais le message est clair. Ta priorité, c'est l'autre, pas toi. Cela fait mal d'une manière que tu ne reconnais pas toujours instantanément, mais qui s'accumule comme un fardeau invisible. Au fond, chacun sait quand il trahit son respect de soi. Cela ressemble à une sorte de démangeaison intérieure, une irritation qui ne disparaît pas, même si tu changes de sujet ou te distrais avec ton téléphone. Observe tes gestes après avoir accepté quelque chose que tu ne voulais pas. Le regard baissé, la mâchoire serrée, les mains agitées. Le corps ne ment pas. Cet inconfort est l'alarme qui te prévient que tu as de nouveau sacrifié ta valeur pour acheter un peu de tranquillité superficielle. Ce n'est pas que tu ne sais pas te défendre, c'est que, bien souvent, tu préfères l'usure lente plutôt que le conflit bref. Mais cette trêve te coûte cher. Chaque concession est un retrait silencieux de ton compte d'estime de soi. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exige. Cette phrase, tu dois te la rappeler lorsque tu sens que ta voix intérieure commence à s'excuser. L'image est claire. Un homme qui a fait du respect de soi une priorité n'a pas besoin de hausser la voix ni de chercher à convaincre qui que ce soit. Sa posture est différente. Dos droit, regard ferme, mots mesurés, mais directs. Il ne s'agit pas d'être agressif ni de devenir une statue de glace. C'est la différence entre occuper un espace avec naturel et demander la permission d'y exister. Observe comment les interactions changent lorsque tu cesses de t'excuser pour tes limites. Les gens t'écoutent différemment, les commentaires intrusifs se réduisent, l'ambiance devient plus claire, de petites hostilités. C'est presque physique. Le respect se ressent, se transmet, s'impose sans besoin de menaces. Faire du respect de soi, ta priorité signifie cesser de chercher la validation dans les gestes des autres et commencer à mesurer ta valeur par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu permets. C'est s'asseoir à une table et ne pas trahir ton opinion par peur d'être jugé. C'est savoir se retirer d'une conversation qui ne te fait pas de bien, changer d'environnement si nécessaire, et ne pas se sentir coupable d'éviter ceux qui vivent de la critique ou de la manipulation. Cela se voit dans les petits détails, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne regarde, dans la décision de ne pas répondre à des provocations bon marché, dans le soin que tu t'appliques en ajustant ton cercle social lorsque tu détectes de la toxicité. Celui qui se respecte inspire le respect. C'est une loi simple, mais non négociable. Tu n'as pas à justifier chaque limite, ni à expliquer chaque décision. Le respect de soi est avant tout un acte de présence. Être là, habitant ton corps et tes idées, sans demander la permission ni s'excuser d'exister selon tes propres termes. Cela peut te coûter des amitiés, cela peut déranger plus d'un, mais la tranquillité que l'on ressent en ne se trahissant pas est irremplaçable. Respecte-toi dans les petits détails et tu verras comment le monde, peu à peu, apprend à le faire aussi. Au final, la seule paix durable est celle que tu construis lorsque tu choisis ta dignité face à toute pression extérieure. Il n'y a pas d'autre chemin. Ta priorité, c'est toi, toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre pendant que tu épuises tes forces à essayer de tout contrôler.
S'accrocher à chaque attente, se forcer à répondre à chaque stimulus, porter le poids de ce que tu ne peux pas changer. C'est le mécanisme invisible qui nous maintient épuisés, tendus, toujours en mode survie. On nous a appris qu'il faut résister, que la force réside dans l'endurance, mais personne ne parle du coup psychologique de vivre toujours en alerte. Il ne s'agit pas de se rendre face à la réalité, mais d'entraîner l'esprit à distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qui mérite ton énergie de ce qui ne fait que l'épuiser. Le stoïcisme n'est pas de la résignation, c'est une discipline brutalement honnête. Personne ne viendra te sauver de ton propre épuisement. La responsabilité de prendre soin de ton état intérieur t'appartient uniquement. La clarté n'arrive pas par accident, elle se construit avec discipline. Si tu continues à parier toute ta vie sur le contrôle, tu vas perdre quelque chose de plus important, ta tranquillité, ton énergie, ta capacité à agir avec fermeté. Le but n'est pas d'échapper à la douleur, ni de prétendre que tout est facile, mais de cesser d'alimenter la tension inutile qui te maintient piégé dans des cycles d'épuisement. Combien de temps vas-tu encore continuer à payer cette dette intérieure ? Aujourd'hui, tu vas apprendre à lâcher prise sur ce qui ne soutient pas, à te prioriser sans culpabilité et à cesser de négocier ton bien-être. Tu n'es pas venu dans ce monde juste pour endurer. Tu es venu pour vivre avec clarté. 1. Choisis tes batailles avec sagesse. La vérité est celle-ci. Tu t'épuises dans des combats qui ne servent à rien, gaspillant ton énergie dans des discussions inutiles, obsédé par le besoin d'avoir raison sur des sujets sans importance et accroché à des problèmes qui ne te concernent pas. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est toi, choisissant mal où tu mets ta force. Il y a des gens qui confondent résistance avec courage et épuisement avec engagement. Ils s'inventent des obligations, portent des responsabilités qui ne leur appartiennent pas, puis se demandent pourquoi il ne leur reste ni énergie, ni clarté, ni envie de quoi que ce soit. Ce n'est pas noble de se battre à chaque bataille. C'est de la maladresse. La maturité ne se mesure pas à combien de fronts tu peux ouvrir, mais à combien tu sais fermer à temps. Il faut avoir l'honnêteté brutale de se demander: est-ce que cela vaut vraiment le prix de ma paix mentale et de mon énergie? La plupart ne se le demandent même pas, car ils ont peur de paraître lâches ou égoïstes. Mais la réalité est que les gens qui ne choisissent pas leur bataille finissent par être esclaves des circonstances, marionnettes des impulsions des autres, otages de leur propre incapacité à lâcher prise. Beaucoup de gens vivent piégés dans l'idée que renoncer, c'est échouer. Ils ne comprennent pas que renoncer à un combat stérile n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer les problèmes, mais d'apprendre à discerner. Te rends-tu compte combien de fois tu t'es épuisé pour des choses qui, au fond, ne changent rien d'essentiel dans ta vie? Tu as perdu des journées entières à ruminer des commentaires insignifiants, à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, à te défendre contre des attaques qui ne méritent même pas une réaction. Chaque fois que tu fais cela, tu hypothèques ton énergie vitale. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens vide, anxieux, saturé. Le problème n'est pas le monde. C'est toi sans filtre, sans priorité, sans discipline intérieure. Celui qui s'épuise dans tout finit sans force pour ce qui compte vraiment. Ne confonds pas être en alerte avec être vivant. Vivre en alerte tout le temps, comme si tout était une menace, te transforme simplement en quelqu'un de réactif, incapable de profiter même de 5 minutes de calme. Crois-tu vraiment que tout mérite une réponse ? Que ton opinion est indispensable dans chaque conversation? C'est l'ego qui parle, pas la sagesse. Celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le prouver à chaque instant. Tu n'as pas à prouver ta force à chaque affrontement, ni ton intelligence à chaque débat. Apprendre à choisir tes batailles, c'est reconnaître que ton attention et ton énergie sont des ressources limitées, et que les gaspiller est une forme d'auto-trahison. Choisis bien et tu te libères. Choisis mal et tu seras esclave de ta propre impulsivité. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ni ceux qui encaissent le plus de coups. Ce sont ceux qui savent quand se taire, quand s'éloigner, quand investir leur énergie et quand laisser les choses passer.
Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de sortir victorieux de chaque conflit. Tu as plutôt besoin de la lucidité de dire « Je ne vais pas me battre pour cela, car cela ne mérite pas mon épuisement ». Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'économie émotionnelle. Tout ne mérite pas ta réponse, toute provocation ne mérite pas ton énergie. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans l'esprit. Car c'est seulement ainsi que tu peux cesser de vivre en mode urgence et commencer à exister avec clarté, avec focus, avec sérénité. Choisis tes batailles avec sagesse, où tu finiras vide, brûlé et sans rien qui vaille la peine d'être défendu. Le soin de soi commence par la discipline de ne pas laisser n'importe quoi prendre le meilleur de toi. Ton énergie t'appartient, ne la gaspille pas pour des futilités. 2. Lâche ce qui épuise ton énergie. Tu te lèves et avant même de sortir du lit, ta tête est déjà en train de passer en revue une liste interminable de tâches à accomplir, de préoccupations et de problèmes non résolus. Pendant que tu t'habilles, tu te souviens d'une conversation inconfortable, d'une erreur d'il y a des semaines, d'une promesse que tu as acceptée juste par engagement. En arrière-plan, l'esprit répète que tu dois être au courant de tout, répondre à chaque message, ne laisser passer aucun signe que quelque chose pourrait mal tourner. Tu portes cette pression invisible, comme si céder à quelque chose était un grave défaut. Et ainsi, la journée à peine commencée, tu ressens déjà le poids d'une fatigue qui n'est pas physique mais mentale. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une usure silencieuse qui s'accumule chaque fois que tu refuses de lâcher ce qui t'épuise. Le piège est subtil. On nous a appris à confondre tenir bon avec avancer et à reporter le repos avec montrer de la force. Il y a un mécanisme interne qui te fait croire que si tu ne portes pas tout, quelque chose va s'effondrer, que si tu ne contrôles pas chaque détail, les choses s'écroulent et tu restes exposé. Cette anxiété de ne pas lâcher a des racines profondes, peur de décevoir, d'être perçu comme faible, que le monde continue de tourner sans que tu le pousses. Mais vivre ainsi, c'est comme payer une dette émotionnelle qui ne se termine jamais. Tu t'endettes envers toi-même chaque fois que tu acceptes le rôle du sauveur, de celui qui peut tout faire, de celui qui ne se permet pas de baisser la garde, ne serait-ce qu'une seconde. Cette posture, loin de te rapprocher de la force, t'éloigne de la paix et de la clarté. Au fond, ce qui épuise, ce n'est pas l'effort ponctuel, mais la résistance prolongée. Tu accumules des tensions inutiles parce que tu ne te donnes pas la permission de laisser aller ce qui ne te concerne pas. Tu t'accroches à des attentes des autres, à de vieux problèmes, à des erreurs qui ne peuvent plus être réparées. L'esprit, sans discipline, reste accroché à l'analyse interminable, à la révision de scénarios qui n'existent pas, à l'obsession que seule la perte d'énergie peut te permettre de garder le contrôle. La vérité est plus simple et plus dure. Lâche ce qui te draine ou tu vas te vider de l'intérieur. Personne ne te rendra les heures mentales que tu gaspilles en culpabilité, en ressentiment, en essayant de changer ce qui est déjà passé. Lâche le besoin de comprendre chaque motif, de justifier chaque réaction, de toujours bien paraître. Tu n'as pas à déchiffrer la psychologie de tout le monde, ni à résoudre chaque conflit ouvert. Charger moins n'est pas être irresponsable, c'est commencer à être sélectif avec ton énergie. Les gens qui vivent épuisés ont souvent tendance à croire que se reposer est un luxe, alors qu'en réalité, c'est une obligation. Lâcher n'est pas perdre, c'est récupérer de l'espace intérieur. C'est une phrase que tu dois te rappeler chaque fois que l'esprit veut revenir à la tension automatique. Le stoïcisme t'invite à identifier ce qui t'appartient vraiment et ce qui n'est qu'un poids hérité des autres, de ton passé, de normes qui ne servent plus. La fatigue chronique ne se guérit pas par plus d'efforts, mais par des renoncements intelligents. Si tu as du mal à laisser aller, examine quelle est l'idée qui t'en empêche. Crois-tu que lâcher, c'est échouer? Que se reposer équivaut à abandonner? Ces croyances sont des filtres toxiques qui déforment ta vision de la vie. Il ne s'agit pas d'éviter des responsabilités, mais de discerner celles qui te appartiennent vraiment et celles qui occupent simplement de l'espace que tu pourrais utiliser pour construire, créer ou simplement être en paix.
La prochaine fois que tu ressentiras de l'épuisement, demande-toi quelle partie de cette fatigue est évitable si tu lâches ce qui ne s'ajoute pas. Personne ne reconnaîtra ton sacrifice inutile. Seul toi peux décider quand cela suffit. L'énergie que tu récupères en lâchant est celle qui te permet ensuite de résister à ce qui compte vraiment. Tu n'es pas plus fort en portant tout, mais en sachant lâcher à temps. 3. Priorise ton état intérieur sans culpabilité. Il y a quelque chose d'inconfortable que presque personne n'admet. On nous a appris à ressentir de la culpabilité chaque fois que nous priorisons notre équilibre au-dessus des attentes des autres. C'est presque automatique. À peine te permets-tu de poser une limite, surgit le soupçon de faillir à quelqu'un, d'être insuffisant, d'agir par égoïsme. Le mécanisme est brutalement efficace. Il te sabote de l'intérieur, associant le soin de soi à la trahison, le repos à la paresse et le calme à l'indifférence. Ainsi, tu finis par vivre avec le pilote automatique à l'extérieur, régulant tes émotions selon les demandes externes, comme si ton bien-être était toujours secondaire ou, pire encore, un obstacle pour les autres. Il n'est pas facile de désactiver cette programmation. Tu portes des années de conditionnement où la validation externe pèse plus que la paix intérieure. Mais si tu l'analyses, tu te rends compte que ce modèle ne produit que de l'épuisement, du ressentiment et une version déformée de qui tu es. La racine du problème est claire. On t'a convaincu que ta valeur dépend de combien tu cèdes, de combien de fois tu remets tes propres besoins pour soutenir les attentes des autres. Au final, le résultat est prévisible, une sorte d'auto-abandon chronique où tu t'habitues à fonctionner en déficit émotionnel, accumulant fatigue et frustration, tout en faisant semblant d'être fort. Ce schéma te rend fonctionnel, oui, mais jamais complet. Le prix est trop élevé et presque toujours invisible. Des fractures internes qui ne se manifestent que lorsqu'il est trop tard, lorsque le corps et l'esprit commencent à faire payer leur dû sous forme d'épuisement, d'irritabilité ou de déconnexion. Prioriser ton état intérieur n'est pas un caprice. C'est un acte de survie psychologique. Celui qui ne prend pas soin de lui se perd. Le stoïcisme ne parle pas de devenir insensible, ni de vivre protégé contre le monde, mais de développer un type de clarté qui te permet de distinguer entre les problèmes que tu dois résoudre et les drames qui n'existent que pour te drainer. C'est une discipline de sélection presque chirurgicale, identifier quelles tensions méritent ton attention et lesquelles occupent simplement de l'espace mental sans rien apporter de réel. Ici, l'auto-indulgence ne sert à rien, mais le rigueur de te demander « Est-ce que cela qui me demande tant m'appartient vraiment ou est-ce que je le porte par habitude ?» Lorsque tu t'entraînes à cette honnêteté, tu commences à remarquer combien de devoirs, d'opinions et de conflits ne sont pas les tiens, mais des héritages émotionnels ou des mandats sociaux qui ne résistent pas à l'analyse. L'état intérieur est ta ressource la plus rare et par conséquent la plus précieuse. Tout ce que tu penses, choisis et ressens passe par ce filtre. Si tu l'ignores, tout se contamine. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est la vérité que personne ne veut voir lorsqu'il insiste pour prioriser l'extérieur. Les gens pensent que sacrifier leur calme est noble, mais la réalité est que cela ne fait que multiplier le chaos. Prioriser ton équilibre ne te rend pas moins généreux, mais plus lucide. Depuis la sérénité, tes décisions pèsent plus, ta parole a plus de valeur, et ta présence n'est pas une réaction automatique, mais un choix conscient. Tu n'as pas besoin de permission pour prendre soin de toi. Tu n'as pas à justifier chaque repos, ni à expliquer chaque silence. Arrête de t'excuser pour protéger ton bien-être. Celui qui s'offense parce que tu priorises ta santé mentale révèle plus sur sa propre carence que sur ta responsabilité. Le soin de soi n'est pas négociable, c'est le fondement à partir duquel tu peux soutenir n'importe quel lien ou projet sans te vider. La culpabilité est le prix que tu paies pour ne pas te mettre en premier. Mémorise cette phrase et utilise-la comme alarme interne chaque fois que des doutes ou des pressions externes te submergent. Le monde ne va pas s'arrêter pour te donner de l'espace. Cette tâche t'appartient.
Si tu attends que les autres comprennent ton besoin de pause, tu vas continuer à sacrifier ton équilibre au nom d'une empathie mal comprise. Ce n'est que lorsque tu prends le contrôle et priorises ton état intérieur sans culpabilité que tu peux commencer à vivre avec clarté et force réelle. Le reste n'est qu'une survie déguisée en dévouement. 4. Repose-toi sans te sentir en dette. Il y a des jours où le corps ressemble à un compte bancaire dont tout le monde veut retirer de l'argent, mais toi seul sais que le solde est dans le rouge. Tu regardes tes propres mains et tu remarques le tremblement subtil. Cette fatigue qui ne s'explique pas par des heures de sommeil perdu, mais par l'usure invisible de se sentir obligé de performer, d'être disponible, de ne pas décevoir. Le véritable repos n'arrive pas, parce que, même lorsque tu t'arrêtes, l'esprit continue de calculer ce que tu devrais être en train de faire. Les épaules s'affaissent, les paupières pèsent, mais à l'intérieur, une alarme est allumée, comme si faire une pause d'une seconde était dangereux, comme si s'asseoir pour respirer était une dette difficile à justifier. C'est ainsi que fonctionne l'épuisement chronique. Il n'a pas besoin de grandes tragédies, juste de la pression constante de ne pas te permettre de baisser la garde. Le problème est que tu associes le repos à un permis que tu n'as pas, comme si t'allonger 5 minutes était une faute éthique, comme si ta valeur était liée à la quantité d'épuisement que tu peux supporter sans te briser. Tu traverses la vie avec le front plissé, le geste tendu, la mâchoire serrée, te déplaçant entre les tâches comme si tu remboursais un prêt éternel qui ne se termine jamais. Le corps demande une trêve et tu lui réponds par plus de café, plus de distractions, plus d'excuses pour ne pas t'arrêter. Mais chaque fois que tu repousses le repos, le prix augmente. Tu deviens irritable, tu perds en précision, l'esprit s'embrouille et la journée devient une pente interminable. Se reposer n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est une vérité que tu devrais te rappeler chaque fois que la culpabilité essaie de s'asseoir à tes côtés. Il y a une programmation profonde qui te pousse à sentir que tu ne mérites pas cet espace, que si tu t'arrêtes, tu es en dette envers quelqu'un, envers toi-même ou envers le monde. Mais personne ne viendra te récompenser pour ton sacrifice silencieux, ni te rendre les minutes de clarté que tu as perdues en te refusant le repos. Le stoïcisme t'apprend à identifier quand la fatigue n'est plus seulement physique, mais un symptôme que tu as franchi la limite entre l'effort et l'abandon de soi. S'observer avec une brutalité honnête fait partie du processus. Détecter quand ton corps demande une pause, quand l'esprit devient hostile par excès d'exigence, quand l'humeur s'assombrit parce que tu es tout simplement épuisé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de survie. Tu ne peux pas soutenir le monde si tu es toi-même en train de tomber. La clé est d'apprendre à te reposer sans te sentir en dette. Cela implique de t'asseoir, de fermer les yeux, de lâcher ton téléphone, de laisser le silence entrer même si ce n'est qu'une minute, et de ne pas le justifier devant qui que ce soit. Cela implique aussi de défendre ces espaces minimaux de respiration comme s'ils étaient un territoire propre, non négociable, non soumis à l'approbation ni à la compréhension des autres. Le repos est un investissement. Ce que tu offres au monde après avoir fait une pause est bien plus précieux que la version usée et réactive que tu produis lorsque tu te refuses ce droit. La discipline stoïque n'est pas seulement de tenir bon, mais de savoir quand s'arrêter à temps, quand dire « assez pour aujourd'hui » et de te maintenir dans cette décision même si la culpabilité te murmure à l'oreille. Apprends à voir tes limites comme des frontières nécessaires, non comme des échecs. Ressens le poids des exigences, mais reconnais que porter tout ne te rend pas plus fort. Cela te rend juste plus vulnérable à te briser de l'intérieur. Le repos opportun est une déclaration de dignité. Personne ne peut utiliser ton énergie sans ton consentement. Alors la prochaine fois que ton corps demandera une pause, ne négocie pas avec la culpabilité. Négocie avec ton propre avenir. Repose-toi sans te sentir en dette. C'est le véritable acte de respect de soi que la plupart des gens ne se permettent pas. 5. Limite les attentes, gagne en clarté. Les attentes gonflées sont la principale source de ta frustration. Ce n'est pas le monde qui te déçoit, c'est toi.
exigeant que la réalité s'ajuste à tes idées comme si elle te devait quelque chose. Plus tu attends, moins tu vois. Je parie que tu reconnais ce mécanisme. Tu projettes comment les autres devraient agir, comment ta journée devrait se dérouler, quels résultats tu mérites si tu fais des efforts. Et quand la vie, avec sa brutalité neutre, ne répond pas à ces calculs, tu appelles cela de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la naïveté déguisée en plainte. Le plus grand auto-illusionnement n'est pas de croire aux promesses des autres, mais de croire aux attentes que tu fabriques toi-même sans aucune base réelle. Attendre que l'environnement te lise l'esprit, que le travail soit toujours valorisé, que chaque lien fonctionne à ton rythme, c'est le chemin le plus rapide vers la déception chronique. Chaque fois que tu fixes la barre à l'extérieur, tu perds le contrôle sur ton propre état intérieur. C'est un piège. Tu remets la clé de ta tranquillité à des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Ainsi, tu deviens l'otage de l'imprévisible. Les gens répètent l'histoire selon laquelle il faut avoir de grandes attentes pour se motiver. Mensonge dangereux. Ce dont tu as besoin, c'est de clarté, pas de fantasme. La clarté est cruelle, mais elle te fait économiser des années de ressentiment. Tu veux la paix ? Arrête d'exiger de la vie un scénario qui n'existe que dans ta tête. Personne n'est venu jouer le rôle que tu as conçu dans ton imagination. Si tu attends reconnaissance, gratitude, perfection ou réponse immédiate, prépare-toi à collectionner des désillusions. C'est une mathématique émotionnelle basique. Plus tu attends, plus tu t'endettes envers toi-même. L'attente est la dette qui ne te sera jamais remboursée. Gravez cette phrase dans ta mémoire avant de continuer à hypothéquer ta tranquillité pour des illusions. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir cynique, mais lucide. Limiter tes attentes n'est pas se résigner, c'est te protéger d'un épuisement inutile. Il ne s'agit pas de baisser le niveau de ta vie, mais de cesser de parier toute ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Jusqu'à quand vas-tu tourner en rond dans le même cercle de désillusion? Chaque fois que tu t'accroches au « devrait », tu te voles la possibilité d'agir avec intelligence. Celui qui attend trop vit dans une dette constante envers la réalité. Apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui se produit simplement. C'est cela la maturité, c'est cela le véritable pouvoir. La clarté pèse, mais elle libère. On ne t'apprendra pas cela dans aucun manuel de développement personnel, car la vérité est inconfortable. Personne ne te doit rien, ni ta famille, ni tes amis, ni l'univers. Accepte-le, et tu verras comment le volume de ton angoisse diminue. L'autopunition de vivre en attendant que tout se passe selon ton plan est une forme de sabotage. La maturité stoïque consiste à entraîner le muscle de l'acceptation, pas celui de la résignation. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est, sans embellissement, sans distorsion. Lorsque tu limites tes attentes, tu nettoies le filtre mental qui déforme tes perceptions. Tu cesses de réagir comme un automate à chaque désenchantement et tu commences à répondre depuis la sérénité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui exige moins de l'extérieur peut donner plus de lui-même, non pas parce qu'il se contente, mais parce qu'il ne perd plus d'énergie dans des guerres impossibles à gagner. Ce n'est que lorsque tu renonces à l'addiction, d'attendre trop que tu retrouves le contrôle sur ce que tu peux vraiment changer. Tes décisions, tes limites, ton attitude. Ne confonds pas clarté et froideur. C'est le plus grand acte de respect de soi. Cesser de mendier de la validation et commencer à vivre dans la réalité, pas dans la fantaisie. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu contrôles. La vérité est brutale. La plupart de tes souffrances naissent parce que tu insistes à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu te fatigues à planifier chaque détail, à anticiper les réactions des autres, à exiger des résultats parfaits et à imaginer que si tu t'efforces suffisamment, tu pourras diriger le cours de tout ce qui t'importe. C'est une illusion coûteuse. Derrière cette tentative de contrôle se cache une anxiété constante, la peur que la vie dévie de ton scénario, la frustration qui s'accumule lorsque la réalité ignore tes attentes.
Ton esprit, entraîné à chercher la sécurité dans l'extérieur, active des mécanismes de surveillance qui n'augmentent que la fatigue mentale. Tu repasses ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qui pourrait arriver si tu n'interviens pas. Et pendant que tu consacres ton énergie à l'imprévisible, tu négliges la seule chose que tu peux vraiment gouverner, tes décisions, ton attitude, tes limites. Cet élan de vouloir tout contrôler est un piège subtil. Il te fait sentir productif et responsable, mais au fond, il ne nourrit qu'un sentiment d'impuissance. Chaque fois que tu perds de vue ce qui dépend de toi, tu deviens vulnérable aux fluctuations des circonstances, esclave des émotions des autres, otage de l'incertitude. Tu ne t'en rends pas compte, mais cette habitude de surveiller ce que tu ne peux pas changer est le mauvais muscle. Tu entraînes l'inquiétude, l'anticipation et l'épuisement, au lieu de renforcer l'acceptation et l'action sur le concret. Tu n'as de pouvoir que sur ce que tu choisis et sur la façon dont tu réagis. Cette phrase devrait être tatouée dans ton esprit chaque fois que l'anxiété te pousse à essayer de contrôler le monde. La racine de ce mécanisme est psychologique. La peur de perdre le contrôle naît de la peur de la vulnérabilité, de l'erreur, de la sensation que la vie peut tourner sans te prévenir. On nous éduque à associer l'échec à un manque de prévoyance, comme si la perfection était une option réelle. Mais la vérité est autre. La vie est imprévisible, les autres ne suivent pas ton script, et le hasard ne négocie pas avec tes plans. Le stoïcisme ne t'invite pas à la résignation, mais à la clarté. Tu ne peux investir de l'énergie que dans ce qui est à ta portée, le reste est un terrain d'épuisement. La maturité émotionnelle se construit en apprenant à distinguer la limite entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres, entre l'effort utile et l'obsession inutile. Si tu ne reconnais pas cette limite, le prix sera toujours ta paix mentale. Demande-toi avec honnêteté, combien de fois es-tu resté coincé dans l'inertie d'essayer de convaincre, de corriger, d'ajuster ou de prédire ce que tu ne contrôles pas? C'est le point aveugle de la majorité. Une partie de toi croit que si tu lâches le contrôle, tout va s'effondrer, que le calme n'arrive que lorsque tout répond à tes calculs. Mais le calme réel vient de l'arrêt de la lutte contre l'impossible et de la concentration sur ce que tu peux vraiment modeler. Ton caractère, ta réponse, ta capacité à choisir face à ce qui se passe. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est retrouver la liberté intérieure. Mémorise cette phrase, car là se trouve la différence entre vivre tendu et vivre présent. La discipline la plus difficile est celle-ci, cesser d'hypothéquer ton énergie dans la tentative de manipuler l'incontrôlable et la rediriger vers ton propre processus. Tu ne peux pas changer le climat, le passé, l'opinion des autres ni le flux du temps. Mais tu peux décider comment tu réagis, à quoi tu t'accroches et ce que tu laisses aller. C'est la vraie liberté, celle qui ne dépend ni du hasard ni des circonstances, mais de ta capacité à choisir, ici et maintenant. Te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles est un acte de respect de soi, une déclaration d'intelligence émotionnelle qui te permet de cesser de vivre en dette avec la réalité. Celui qui apprend à faire cette distinction ne s'épargne pas des problèmes, mais il s'épargne de la souffrance. Ne perds pas ta vie à essayer de déplacer des pièces qui n'ont jamais été sur ton plateau. Entraîne le muscle de l'acceptation et tu verras comment, peu à peu, la tension cède et la clarté intérieure devient ton véritable refuge. 7. Pas tout mérite une réponse immédiate. Tu es en train de consulter ton téléphone pendant que tu fais la queue pour payer et 3 messages urgents du travail, 2 réclamations familiales et une notification indiquant que quelqu'un attend ta réponse dans un groupe apparaissent sur l'écran. Tu ressens la pression de répondre instantanément, comme si le monde entier était suspendu à ta rapidité. Le pouls s'accélère, l'esprit se fragmente, et même en sachant que ta réponse ne changera rien en profondeur, tu te dépêches quand même. Car il y a une sorte de mandat invisible. Tout doit être traité comme une priorité maximale. Ce réflexe n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'années d'entraînement du cerveau à réagir sans pause,
transformant tout stimulus en une urgence. Mais si tu regardes de près, cette compulsion à répondre immédiatement ne te donne pas de contrôle. Elle te prive seulement de clarté. La réaction automatique devient une fuite constante d'énergie et pire encore, elle te vole la capacité de distinguer l'important de l'accessoire. L'esprit humain fonctionne selon un principe de base. Plus tu prêtes attention à des stimuli sans filtre, moins tu approfondis chacun d'eux. Le coût caché est énorme. Répondre à tout instantanément entraîne un muscle d'urgence qui te maintient coincé à la surface, incapable de faire une pause, de réfléchir ou de prioriser. L'urgent dévore l'important. Il ne s'agit pas seulement de messages, mais de la façon dont tu te rapportes à toute demande externe. Une opinion qui te dérange, un commentaire sur les réseaux, une demande inattendue. Le schéma est toujours le même. Stimulus, réaction, fatigue. La conséquence est prévisible, bien que peu de personnes la reconnaissent. Tu finis par vivre en mode réactif, hypothéquant ton attention et ton état intérieur à chaque interruption, comme si répondre rapidement était synonyme de responsabilité ou de valeur personnelle. Mais la réalité est autre. Celui qui répond à tout immédiatement finit par être esclave de son environnement et perd le pouvoir de décider où mettre son énergie. Ce mécanisme a des causes profondes. Socialement, on récompense celui qui ne laisse jamais un message sans réponse, celui qui est toujours disponible, celui qui ne se permet pas une seule minute de pause. On associe immédiateté à efficacité, réponse instantanée à engagement. Mais cette équation est toxique. L'esprit a besoin de temps pour traiter, digérer et filtrer ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. Si tu réponds à tout sans filtrer, tu te voles toi-même l'opportunité de penser, de discerner, de choisir l'impact réel de tes mots ou de tes silences. Le résultat est la fatigue cognitive. Ta capacité de concentration s'affaiblit, l'anxiété grandit et l'épuisement devient chronique. Tu ne t'en rends pas compte, mais avec chaque réponse automatique, tu cèdes un peu plus de ton propre gouvernement interne. Le stoïcisme le comprend bien. Pas tout mérite ta réaction, encore moins ta réaction immédiate. La discipline réside dans le fait de maintenir la pause, de laisser passer l'impulsion et ensuite de décider depuis le calme. Faire une pause n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre tout de suite, tu entraînes le muscle de la clarté, tu renforces ton autonomie et tu récupères le droit de filtrer ce qui mérite ton attention. La hâte est l'ennemi du jugement. Cette phrase devrait accompagner chaque fois que l'environnement exige de l'urgence. Seul celui qui maintient le silence peut donner une véritable réponse, pas une décharge impulsive. Le premier pas est de reconnaître le schéma. Chaque fois que tu ressens la pression de répondre, arrête-toi et demande-toi si cette urgence est réelle ou simplement héritée de l'extérieur. Le suivant est de décider. Est-ce que cela apporte quelque chose ou cela alimente-t-il simplement la chaîne de réactions vides? La plupart des conflits inutiles, des malentendus et des épuisements émotionnels naissent de réponses précipitées. Apprendre à retarder la réaction est une forme de respect de soi. Pas tout mérite une réponse immédiate. Le véritable pouvoir réside dans le choix du moment et de la manière dont nous répondons. Maintiens la pause, gagne en clarté. Tu n'es pas un reflet conditionné, tu es la somme de tes décisions, pas de tes impulsions. 8. Accepte la réalité, agis avec fermeté. Parfois, je me surprends à serrer la mâchoire pendant des heures, le cou tendu, les yeux fixés sur un écran qui reflète une vie que je ne contrôle pas toujours. Il y a une fatigue étrange dans les épaules, une pression qui ne disparaît pas même si je m'assois un moment pour respirer. Ce n'est pas seulement de l'épuisement physique, c'est cet épuisement qui résulte de la tentative constante de négocier avec la réalité, de chercher un angle d'où les choses feraient moins mal ou s'ajusteraient à ce que j'attendais. Le corps reçoit le message avant l'esprit, le poing fermé, la respiration courte, les gestes brefs et mesurés, comme si chaque mouvement devait être à la hauteur d'un combat qui ne finit jamais. J'ai perdu des heures à discuter avec des faits accomplis,
à revoir ce que je ne peux pas changer, espérant que le monde me donne un signe que je peux baisser ma garde. La vérité est celle-ci, la réalité ne négocie pas. Peu importe combien de fois tu réécris le scénario dans ta tête, il y a des choses qui sont simplement. Faire semblant qu'elles n'existent pas ne fait qu'aggraver le poids. Résister est une forme d'auto-tromperie qui se paie en fatigue et en frustration. Accepter la réalité n'est pas de la résignation, c'est l'acte le plus brutal d'honnêteté. Tu le vois dans des détails minimes. La notification qui ne contient pas les mots dont tu as besoin, la conversation qui se termine sans réponse, le résultat qui ne correspond pas à tes efforts. La tentation est de se battre, de chercher des coupables, d'imaginer des scénarios alternatifs. Mais le corps le sait avant toi, il se rétracte, se durcit, s'épuise. Accepter, c'est lâcher ce réflexe de se battre contre l'inévitable. C'est regarder le fait froid, le fait concret, et cesser d'investir de l'énergie à changer ce qui est déjà scellé. Les mains qui s'ouvrent au lieu de se fermer, les épaules qui se relâchent, même si la journée n'a pas changé. C'est là que commence à se libérer de l'énergie pour ce que tu peux vraiment transformer. Agir avec fermeté est l'opposé de rester paralysé face à ce qui ne peut pas être contrôlé. Il ne s'agit pas d'adopter une posture rigide, ni de se durcir pour toujours. C'est une question de concentration. Tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi, mais tu ne restes pas immobile face à ce que tu peux bouger. Le geste change. Ce n'est plus le froncement de sourcils de celui qui résiste, mais le regard clair de celui qui se permet de décider. Il y a des jours où la seule fermeté possible est de prendre une décision minimale. Répondre calmement, lâcher une attente, mettre une limite, même si la voix tremble. Le corps répond, le dos se redresse, le pas devient plus ferme, la respiration se fait plus profonde. Il n'est pas nécessaire de résoudre la vie en un seul mouvement. Il suffit de ne pas se distraire en s'épuisant dans l'impossible. L'acceptation n'est pas de la passivité, c'est le point de départ pour une action intelligente. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu es amené à vivre, pas dans la manipulation du plateau du monde. Tu peux voir quelqu'un qui n'accepte jamais rien. Il vit tendu, cela se voit dans ses gestes, dans ses longs silences, dans son incapacité à profiter du peu qui est sous son contrôle. En revanche, celui qui accepte et agit à partir de là gagne une solidité intérieure qui se perçoit même lorsque tout va mal à l'extérieur. La réalité ne demande pas la permission. C'est une phrase que tu dois garder à l'esprit lorsque l'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer. Et une autre, la fermeté, c'est choisir où mettre ta force. Au final, accepter la réalité et agir avec fermeté ne te rend pas invulnérable, mais cela te fait économiser l'épuisement de te battre contre des fantômes. L'énergie que tu cesses de perdre dans la résistance se transforme en clarté, en action concrète, en calme, qui ne dépend pas du résultat. Cesser de négocier avec ce qui ne bouge pas est le premier pas pour faire bouger ce qui compte vraiment.